Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, cette vidéo podcast. On se retrouve dans mon lit avec mon doudou en pyjama, pas maquillée. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai commencé à poster sur les réseaux, mais une vidéo TikTok de 1 minute n'est certainement pas assez pour mon débit de parole et tout ce que j'ai à raconter. Donc j'ai décidé de lancer ce nouveau format pour blablater un petit peu plus. Et puis j'estime que j'ai des sujets assez intéressants et importants à aborder avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et pour cette première édition, on se retrouve pour un sujet qui me tenait vraiment hyper à cœur, c'est-à-dire être métisse dans un milieu blanc et plus particulièrement grandir en tant que personne racisée dans un milieu blanc parce que j'estime que ça a shapé en grande partie la personne que je suis aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça. Mais avant tout ça, petit disclaimer parce que je vous connais, je sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc je vais parler de moi, de mon expérience et de ma condition de métisse. Je vais aussi beaucoup parler de la communauté noire puisque je suis issue d'un mélange d'une maman blanche et d'un papa noir. Pareil, j'ai extrêmement conscience qu'il y a une hiérarchie dans le racisme et je ne remets pas du tout en question ce principe et je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai subi autant de racisme qu'une femme dark skin par exemple. Ce n'est absolument pas du tout le cas. J'ai conscience qu'en étant métisse et du coup light skin, j'ai une condition de privilège dans le racisme, si je puis dire ça. Donc voilà, maintenant les fondations établies, commençons. Donc avant de rentrer dans le vif de la vidéo, il faut que je vous fasse un petit topo de mon histoire parce que du coup vous avez besoin de ça pour comprendre mon avis et ce que je pense sur le sujet et mon expérience avec ça. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je suis issue d'un métissage entre une maman blanche et un papa noir. Voilà, mon papa qui est antillais et guadeloupéen de son papa et martiniquais et de sa maman. Voilà, mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an et demi et j'ai majoritairement grandi avec ma maman puisque c'est elle qui avait ma garde et chose importante aussi, elle s'est très vite remariée et remise avec un homme qui est blanc. Ils ont eu 2 enfants, donc j'ai 2 petites sœurs qui sont blanches aussi. Donc voilà, grosso modo, j'étais la seule avec un petit peu de mélanine dans ma famille. Donc je voyais quand même, j'avais quand même mon papa qui s'est remis avec quelqu'un aussi, une femme blanche, mais assez contexte assez particulier parce que ma belle-mère du coup a grandi dans un milieu beaucoup racisé et elle traînait qu'avec des Antillais, ses amis c'était que des Antillais ou des personnes issues de la communauté noire. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Autre chose très importante sur moi, j'ai arrêté de voir mon papa à mes 14 ans. Ce qui, vous allez voir, a eu un grand impact sur moi et sur mon expérience avec le fait de grandir dans un milieu blanc. Voilà. Et jusqu'à mes 8 ans, mon papa vivait à Paris, plus précisément à Créteil, dans le 94. Et c'est vrai qu'il était très entouré. Mon papa a toujours été très entouré par la communauté noire. Tous ses amis sont noirs et plus précisément antillais ou issus des Antilles. Enfin voilà. Du coup, grosso modo, j'ai quand même eu ce gros lien avec ma deuxième culture, avec ma culture noire jusqu'à mes 14 ans et encore plus quand on vivait à Paris parce que en fait après à mes 8 ans ils sont remontés dans le nord pour être plus proches de moi et c'est vrai que là ils ont été entourés beaucoup plus de personnes blanches. Voilà, un petit peu compliqué mais maintenant on peut rentrer dans le cœur du sujet. Du coup, le premier sujet un peu que je m'étais mis dans la tête de parler avec vous, c'est l'impact que grandir dans un milieu blanc a eu sur ma confiance en moi. Voilà, parce que ma maman habite dans un village au fin fond du nord de la France, à 45 minutes de Lille. Donc toute ma scolarité, quand je vous dis toute ma scolarité, de la maternelle au lycée, j'étais l'une des seules personnes métisses, l'une des seules personnes de couleur de mon école. Ça a toujours été. Je veux dire, en primaire, on était 2, au collège, on était 3, en comptant des personnes issues de la communauté arabe, voilà. Et au lycée,
un petit peu plus, mais vraiment ça se comptait sur les doigts de la main, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu l'intrus. Et dès très petite, en fait, j'ai expérimenté du racisme. Par exemple, je me souviens d'un truc qui m'a beaucoup marqué, parce que vous allez me dire, c'est un petit truc, mais quand t'es enfant, ça te marque pour la vie. C'est-à-dire que on était dans la cour de l'école, je devais avoir 6 ans, et tout le monde jouait ensemble, et moi j'arrive et je dis, est-ce que je peux jouer? Et là on me répond, bah non, t'as la couleur du caca. Voilà, une remarque d'enfant très anodine finalement. Euh, mais je m'en souviendrai pour toute ma vie. Parce que, en fait, c'est pas seulement la remarque, mais c'est aussi le fait, c'est, je pense, l'une des premières fois où j'ai expérimenté ce truc de être exclu à cause de ma couleur de peau et à cause du fait que je sois métisse. Et je m'en rappelle, ma mère a eu une longue conversation avec moi après ça et c'était absolument terrible, quoi. Pareil, quand on sortait avec ma famille, quand on a déménagé dans notre maison, mon voisin qui dit: «Ah mais vous l'avez adoptée, elle vient d'où?» alors que juste, on était issus d'une famille recomposée et que c'était ma maman, quoi. Enfin voilà, et ça a toujours été des trucs comme ça, même quand j'étais un petit peu plus vieille, genre vers, 10 ans, j'ai pas été invitée à un anniversaire et en fait, je savais, pour cet anniversaire-là, on m'a pas dit que c'est parce que j'étais métisse, mais je le savais, je sais pas comment vous expliquer, je le savais et du coup, quand tu grandis dans ce milieu où en fait, tu pas la bienvenue. Voilà, j'avais le sentiment en permanence de déranger et de ne pas être de la bienvenue. Et c'est vrai que j'ai fait un long travail sur moi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était de l'ignorance. Surtout quand on était petit, c'était de l'ignorance. Parce que je vivais dans un village où les personnes n'avaient jamais côtoyé des personnes de la communauté noire, étaient profondément ignorantes. Il y avait les parents qui jouaient un rôle énorme dans ce truc-là. Et du coup, j'étais en mode... OK, et du coup, j'ai pris ce temps de faire ce travail sur moi, mais ça n'empêche quand même que je n'aurais jamais dû expérimenter des choses comme ça, etc., etc. Enfin, je vais pas revenir sur ça. Voilà, vous savez, je pense qu'on a tous la même opinion sur le racisme. Non, quoique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc voilà. Et quand je suis arrivée au collège, je pense que le collège a été l'une des pires périodes de ma vie en général, mais aussi beaucoup dû à ce sujet parce qu'en fait, le collège, c'est un peu le moment où t'es adolescente, ton corps il change, etc. Et donc t'es un peu en train de... C'est un peu l'un des premiers cheminements pour te construire ta propre personne. Et en fait, j'évoluais dans un milieu dans lequel les standards n'étaient absolument pas faits pour moi. Je vivais dans un milieu dans lequel les standards ne me concernaient pas. Et en fait, c'est ça que j'ai compris plus tard parce que moi, j'essayais en fait de m'accrocher à ces standards-là et de me dire bon bah oui j'ai ça mais j'ai pas ça mais j'ai au moins ça mais en fait ma belle tu ne peux pas en fait tu ne peux pas répondre et tu ne peux pas te comparer à des standards qui ne sont pas faits pour toi, tout simplement, et qui ne te concernent pas, parce que tu es à moitié noir. Donc voilà, au bout d'un moment. Et c'était absolument catastrophique. Catastrophique, catastrophique, mais je pense qu'on y reviendra dans une deuxième vidéo, dans mon rapport à mon corps, mon rapport à mon physique, qui a été très 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 compliqué pendant longtemps. Mais voilà, enfin, c'était catastrophique. Et en fait, j'étais persuadée que je ne pouvais pas être belle. C'est horrible, les gars. C'est horrible. Voilà, c'est horrible. Ça m'émeut beaucoup, mais pour moi, j'étais persuadée que je ne serais jamais belle et que je n'étais pas belle parce que je ne correspondais pas à des standards de beauté qui, encore une fois, je le répète, c'était des standards de beauté pour des femmes blanches. Déjà que pour les femmes blanches, ces standards de beauté sont quasiment inatteignables, mais alors pour une femme métisse ou une femme noire, mais encore moins, mais encore moins. Et du coup, ça a été un très grand sujet. Et pareil, mes cheveux, ça a été un énorme sujet. Je les détestais pendant longtemps. C'est que à partir du lycée où j'ai commencé à me saisir un peu de ce sujet, je les détestais mes cheveux parce qu'en fait, tous les jours, je me prenais des remarques. Et c'est des remarques anodines. Ah Margot, tes cheveux, on dirait un buisson. Mais quand on te répète ça tous les jours, ou même chaque semaine, chaque machin, tu te dis, mais putain. Si sur le sujet des cheveux, je pourrais m'éterniser pendant des heures vraiment sur l'acceptation de mes cheveux crépus. Mais en fait,
le fait d'avoir une maman blanche qui a fait tout ce qu'elle a pu, et ma maman est exceptionnelle, mais le fait d'avoir une maman blanche m'a pas du tout aidée pour ça, parce que toutes les études sociologiques le montrent, c'est la maman qui est porteuse de la culture. Voilà. Sauf que bah, moi, ma maman est blanche et ne savait absolument pas comment s'occuper de mes cheveux. Il y a une anecdote que je raconte très souvent quand j'évoque ce sujet-là, c'est que j'ai fait de la gymnastique artistique pendant très longtemps. Et donc, pour les compétitions, c'est chignon plaqué. Enfin, c'est des sports qui ont des standards physiques assez élevés. Bref, donc tu devais avoir un chignon plaqué. Ma mère regardait des tutos sur YouTube pour me faire des tresses collées, pour me faire des nattes collées. Voilà. Et du coup, bah, elle savait pas tant m'occuper. Elle essayait de trouver des produits en supermarché pour mes cheveux, mais voilà, ça marchait pas tant. Et en fait, ça s'est beaucoup révélé pendant la période collège parce que avant, du coup, à la période collège, c'est un peu la période où j'ai coupé un peu avec mon papa. Et avant, c'est vrai que c'était mon papa qui prenait un peu en charge mes cheveux dans le sens où il avait les contacts et il m'envoyait me tresser les cheveux. Voilà, on faisait ça tous les mois. Et au moins, j'étais tranquille, ma mère était tranquille, etc. Mais au collège, quand il y a eu un peu cette fracture qui s'est faite, c'est ma mère qui a commencé à prendre en charge mes cheveux et je ne savais absolument pas comment m'en occuper. Mais les gars, si je vous montre des photos, vous allez vous dire, mais what the fuck, genre. Et parce qu'on m'avait justement jamais appris. Et donc voilà, donc ça a été un grand sujet. Donc surtout que j'avais du mal à accepter mes cheveux. Mais alors si tu sais pas en prendre soin, en plus, c'est catastrophique. Voilà. Et je me souviens d'une fois, les gars, où j'ai été avec mon afro au collège. J'étais en troisième. Et en troisième, surtout le Covid. Le Covid m'a fait énormément de bien parce que j'ai découvert les réseaux sociaux et j'ai commencé à voir apparaître des femmes de ma communauté, notamment Crazy Sally, qui m'a beaucoup aidé à commencer à prendre soin de mes cheveux. Et j'ai commencé à voir en fait de plus en plus des femmes sur les réseaux sociaux qui me ressemblaient et j'étais en mode ah ok c'est comme ça que je dois faire, etc. Mais du coup en troisième un jour je vais à l'école avec mes cheveux détachés, avec mon afro. Les gars, l'erreur de ma vie, bah non, c'était pas une erreur, mais plus jamais voilà, plus jamais. Vraiment, c'était absolument horrible. J'ai passé une journée horrible. Je suis rentrée le soir chez moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc, avec tous ces éléments, vous imaginez bien que la confiance en moi, c'était zéro pointé. Et encore aujourd'hui, j'ai 21 ans et là, tous les faits que je vous remonte, je pense que depuis que je suis rentrée, depuis les études sup et le lycée, parce qu'au lycée, les gens sont beaucoup moins. Moi, j'étais dans un lycée qui, franchement, j'ai adoré mon lycée et c'était beaucoup moins ce truc, cet esprit et tout. Je dirais que je n'ai plus vécu des choses comme ça, ouais, depuis le lycée. Et même au lycée, j'ai été quelques fois avec mes cheveux afro et je me suis jamais pris de remarques comme ça. Ah, on dirait un buisson et tout. Juste les gens étaient en mode waouh, mais plus ah c'est trop beau ou intrigué, etc. Mais jamais de remarques vraiment déplacées. Donc, du coup, je vous disais, aujourd'hui, j'ai 21 ans et ça fait un bout de temps que j'ai pas vécu des choses comme ça, mais j'ai toujours du mal à sortir avec mon afro, les gars, hein. J'ai toujours du mal et mon rêve, mon but, c'est d'un jour que mon afro soit ma coiffure classique en fait. Juste je m'attache les cheveux quand il pleut, quand il y a du vent, etc. etc. Mais c'est très rare que je sorte les cheveux pas attachés. Et même j'ai un rapport au plaquage qui est assez... Voilà. J'essaie de faire un effort, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mes cheveux ne sont absolument pas plaqués. Mais là, par exemple, sortir comme ça, alors que juste mes cheveux sont attachés et sont plaqués en soi, vous voyez, il y a juste des petites mèches qui vont pas, j'ai beaucoup de mal. J'arrive pas trop. Voilà. Donc voilà, donc mes cheveux, ça a été un grand sujet de déconfiance en moi. Voilà, voilà. Sujet suivant. C'est vrai qu'il y a un autre sujet que je voulais aborder ici, c'est le dating. Et j'ai vu d'ailleurs un podcast de Paola Locatelli. Elle a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Les Sipsters, je crois, avec sa meilleure amie. Et justement, elles avaient un épisode qui s'appelait le dating en étant une femme noire. Et je suis pas fan de Paola, mais j'ai adoré cet épisode et j'ai trouvé qu'elles avaient des réflexions hyper intéressantes. Et c'est vrai qu'à un moment, elles ont dit en plus tout en cœur que genre quand elles s'intéressaient à un garçon ou qu'elles avaient un crush, la première chose que tu te demandes, c'est pas est-ce que je suis belle, est-ce que je suis drôle, est-ce que je vais lui plaire, c'est est-ce qu'il aime les femmes noires. Et c'est ça. Et c'est ça en fait. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai grandi majoritairement dans un milieu blanc, donc 90% des hommes que j'ai fréquentés étaient blancs et qui plus est pas toujours éduqués sur ce genre de sujet. Ce qui fait que, et Paola l'a très bien dit, en fait, t'as l'impression d'être éducatrice.
T'es éducatrice littéralement et t'éduques sur des sujets en fait. Et t'es obligée de faire ça. Moi, je m'en rappelle, j'ai eu qu'un seul copain et au tout début de notre relation, j'ai dû lui dire, j'ai dû me prendre, on était sur son lit et j'ai dû lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas dire le N-word. Et je crois que Paola l'a dit aussi, mais c'est fou, comme on a toutes les mêmes expériences. Mais moi aussi, j'ai dû lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas dire le N-word. Et j'étais en mode, what the fuck, tu vois? Mais bah, c'est la vérité, c'est le truc en fait. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était très compliqué et même genre par rapport à mes copines, parce que bah, aussi il y avait le truc que dans mon entourage très proche, mes meilleures amies jusqu'à la fin du lycée ont toujours été blanches. Et il a fallu que j'attende les études supérieures pour avoir bah, des copines qui me ressemblaient plus. Et du coup, bah, c'est vrai que en fait, à chaque fois, je me disais, et c'était vraiment une pensée limitante, et à chaque fois, je me disais cette pensée, je pouvais dire mais je me disais, mais non, mais Margot, tu ne peux pas penser ça, c'est pas possible. Mais c'était quand même une pensée qui revenait. À chaque fois qu'il y avait un garçon, je me disais, bah, de toute façon, pour moi, c'est foutu parce que bah, mes copines, elles sont blanches. Donc, elles vont forcément préférer mes copines blanches. Tu vois? Mais aussi, ça, c'est lié à mon expérience. C'est que bah, tous les hommes que j'ai un peu affectionnés, bah, la fille après moi, c'était toujours une blonde aux yeux bleus, quoi. Et là, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, le sentiment, moi je me suis fait tromper avec une blonde aux yeux bleus. Et le sentiment que t'as quand tu découvres que ton mec te trompe, déjà, c'est horrible, mais te trompe avec une blonde aux yeux bleus alors que t'es métisse ou noire, j'en parlerai dans mon livre. J'en parlerai dans mon livre. Vraiment, j'étais en mode, ok, ok, genre. Et je sais qu'il faut pas le prendre comme ça, mais dans ma tête, j'avais le sentiment, j'étais en mode, bah ouais, en vrai, c'est toujours elle qui gagne de toute manière, tu vois. Et il y a ce genre de rapport malsain, c'est hyper malsain comme réflexion. Hein. Je vous dis pas du tout ça et j'essaye de travailler et j'avoue que c'est des pensées que j'ai de moins en moins, mais des fois ça revient quand même. Mais tu es toujours en mode, bah, de toute façon, c'est elles qui vont gagner. Enfin, il y a pas de sujet, tu vois? Et ça te met en une sorte de concurrence et compétition qui est hyper malsaine. Mais je pense et c'est pour ça que j'ose en parler parce que je sais que ça va résonner avec certaines femmes, racisées ou certaines femmes issues de la communauté noire ou métisse. Je sais forcément que ça va résonner quelque part parce que je sais que je suis pas la seule. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que ben mon dating a été très compliqué et c'est comme ça que je me suis mis à fréquenter des hommes qui en vrai n'en valaient pas du tout la peine parce que j'étais en mode bah ils s'intéressent à moi en vrai. Ils s'intéressent à moi alors que je suis métisse et qu'ils pourraient choisir bah une blanche, une blonde aux yeux bleus. Et en fait, j'essaye vraiment tous les jours, je travaille sur ça et je me décroche de ces pensées limitantes parce que je me dis, ben Margot, en fait, c'est comme ça qu'on n'avance pas. C'est comme ça qu'on n'avance pas. C'est à cause de ce genre de réflexion qu'on n'avance pas. Mais ouais, donc franchement, ça a été un grand sujet. Une dernière chose que je voulais aborder avec vous, qui me revient en tête ici aussi, et là je vais parler exclusivement de la condition d'être métisse et du fait d'être métisse. Parce que c'est vrai que, bon, cette vidéo va sûrement s'intituler Être racisé dans un milieu blanc, mais je ne suis pas que racisée, je suis métisse. Et être métisse, identitairement parlant, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que on n'en parle pas assez. C'est hyper compliqué parce que, bah, vous l'avez vu dans mon disclaimer, et je sais que sur les réseaux sociaux, c'est un grand sujet. Et ben, en fait, je peux pas m'identifier à la communauté noire. Je peux pas dire publiquement, je suis noire parce que les gens vont me dire, bah non, t'es pas noire, t'es métisse. Mais je peux pas non plus dire, je suis blanche parce que, bah non, t'es pas blanche, t'es métisse. Et en fait, en tant que métisse, t'as ce genre de entre-deux qui est, bah, qui est un peu terrible. Et c'est vrai que moi, vous discutez avec ma mère, c'est vrai que ma mère, elle va vous dire que j'ai eu une crise identitaire quand j'ai arrêté de voir mon papa à mes 14-15 ans. J'ai eu une sorte de crise identitaire, mais ça, je pense que c'est commun à tous les métis. Et j'étais en mode, qui je suis? Qui je suis? Parce que je suis pas blanche, je suis pas noire, je suis métisse. Mais c'est quoi cette catégorie un peu vague? Sachant que être métisse, les gars, souvent quand on réfléchit en mode ah les métisses, on pense forcément blanc noir. Mais tu peux être métisse asiate blanc, tu peux être métisse asiate noir. Enfin, il n'y a pas de, vous voyez.
Et donc être métisse, ça englobe tellement un énorme truc qu'au final, bah, tu en viens à te demander mais qui je suis. Et moi, vous savez qu'on m'a déjà dit: «Non mais ça va toi en vrai, t'es pas noire, t'es métisse». On m'a déjà dit ça. Identitairement parlant, ça crée un flou et un vague complet. Surtout bah, que, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important, c'est que bah, moi j'ai arrêté de voir mon papa à mes 14 ans, donc j'ai un peu, bah, en ne voyant plus mon papa, j'ai rompu en fait mes derniers liens avec ma communauté noire et avec la communauté antillaise à laquelle je suis rattachée. Et c'est vrai que pendant longtemps surtout, en fait, ben c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par ma culture noire, mais après que j'ai arrêté de voir mon papa parce que ça a été très compliqué, ça a été une relation hyper conflictuelle, bah en fait, j'arrivais plus à m'intéresser. J'arrivais plus à m'intéresser parce que pour moi, m'intéresser à la communauté antillaise, m'intéresser à la communauté noire, c'était revenir à mon papa et ça me faisait trop souffrir. Et donc du coup, je me suis complètement désintéressée. Et c'est vrai que j'ai eu cette période pendant, je dirais peut-être 3 4 ans où bah j'étais vraiment baignée à 100% dans la communauté blanche, quoi. Et ça a créé un espèce de vide en moi. Et c'est vrai que là, récemment, depuis que je suis rentrée en études sup, je me reconnecte énormément avec bah, ma culture antillaise et je le vois, je le sens, mais dans tout, dans le type de musique que j'écoute, dans le type d'amitié que j'ai, dans le type d'homme qui m'intéresse, parce que c'est vrai que j'en parlais dans ma story privée hier, et je disais, ben, aujourd'hui, je préfère sortir avec un homme noir qu'avec un homme blanc, parce que je pense que l'homme noir me comprendra plus facilement. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus m'intéresser, même on parlait du dating tout à l'heure, à beaucoup plus m'intéresser aux hommes noirs, etc. Et donc je suis un peu en train de me reconnecter avec ce côté-là, mais j'ai aussi ce truc de je suis pas acceptée dans la communauté blanche, mais je suis pas acceptée dans la communauté noire non plus en fait. Et je le vois par exemple, vous voyez, genre il y a 2 mois, avec ma copine, on a été dans une soirée afro. Et j'ai adoré cette soirée, c'était l'une des meilleures soirées de ma vie. Mais j'avais toujours ce sentiment de pas forcément être à ma place. Parce que j'étais en mode, bah en vrai, je kiffe et tout, mais je sais que eux, ils me voient comme une métisse et pas comme une noire et pas comme l'une des leurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai, et c'est pareil, genre quand j'étais aux Antilles, j'avais quoi, 14 ans. J'ai été aux Antilles, ben en fait, on te considère pas forcément comme antillaise parce que ben t'es métisse. T'as été couplée, en fait, ton sang a été mélangé. Et du coup, c'est hyper compliqué de à la fois de trouver sa place quelque part, en fait. Et j'ai pas l'impression d'avoir ma place quelque part. Je me sens mieux quand je suis entourée de personnes noires et quand je suis dans une communauté racisée, je me sens mieux, mais je me sens pas complètement 100% intégrée. Mais je me sens mieux que quand je suis dans une communauté 100% blanche, par exemple. Mais il y a toujours ce flou et cette vague. Et en fait, je peux pas aboutir à une conclusion parce que moi-même, je pense que j'ai pas encore trouvé ma place, j'ai pas encore trouvé où j'étais, qui j'étais, à quelle communauté j'appartenais, etc., etc. Donc du coup, je peux pas vous apporter une réponse, mais tout du moins, je peux vous apporter cette réflexion. Et voilà. Bon, on a beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. C'est vrai que j'ai abordé des thématiques qui sont pas forcément faciles pour moi et je me suis un peu mise à nu. J'espère que ça va résonner en vous, mais je le fais parce que je sais qu'en vrai, je sais que je suis pas seule. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont s'identifier à moi et c'est le but. Et c'est le but et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est avec plaisir pour qu'on discute de tout ça. Et voilà. Beaucoup de love, gros bisous, on se retrouve très bientôt.